Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le débat parlementaire consacré à la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières, en lien, bien entendu, avec la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. La mort du maréchal du Tchad au pouvoir depuis 30 ans a surpris le monde entier, générant de nombreuses questions quant à l'avenir de son pays, mais surtout de l'avenir du G5 Sahel. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette émission. Le décès du président Idriss Déby risque-t-il de déstabiliser un peu plus la région, d'autant que le Tchad a déployé en février dernier 1200 hommes dans la zone des trois frontières. On en parle avec Boubacar Sanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée nationale, membre de la commission des affaires étrangères des Burkinabés de l'extérieur et vous êtes membre de l'opposition parlementaire. Vous êtes du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. En face de vous, Amadou Diem Dioda Diko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et coordonnateur adjoint du réseau des parlementaires pour la réconciliation nationale et la lutte contre le communautarisme. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors tout de suite, je m'en vais vous poser la question à Amadou Diko. La mort d'Idriss Déby risque-t-elle de déstabiliser la lutte contre les djihadistes au Sahel? Bien, merci. Toute mort de ce genre-là présente une désolation. Parce que c'est avant tout un président, mais avant tout également, c'est un président qui s'est montré vaillant combattant, défenseur de l'Afrique, et qui a osé envoyer ses troupes un peu partout dans la sous-région. Tout à fait. Donc, nous disons que de ce fait, il y a quand même une défaillance quelque part qui va se sentir dans le dispositif. Vous avez le même sentiment qu'il y aura une implication dans le dispositif du G5 Sahel suite à la mort du maréchal du Tchad? Bon, d'abord, je pense que, comme il a dit, vraiment, c'est avec beaucoup d'amertume, de regret que nous avons appris le décès effectivement du président Idriss Déby, qui, au-delà donc du fait qu'il était président du Tchad, était également quelque part aussi un Burkinabé. Parce que lorsqu'il a eu les problèmes avec le président Hissène Habré, on se rappelle bien que c'est au Burkina qu'il s'est réfugié. À ce que nous sachions, il a même vécu pendant 2 ans au domicile du général Gilbert Diengéré. Et c'est en compagnie de ce dernier, nous pensons donc les premières apparitions qu'il a eues donc lors de sa prise de pouvoir. Et il était en compagnie de ce dernier. Donc, quelque part, c'est un peu un des nôtres. Nous pensons également et nous savons également qu'à l'époque, l'armée burkinabé avait participé énormément à la formation des soldats tchadiens. Alors, perdre une personnalité de cette nature, c'est vraiment pénible, c'est touchant parce que le temps consacré à bâtir la personnalité d'Idriss Déby, ça a duré sur plusieurs années. Et donc, pour en avoir après lui, ça sera très difficile. Il a véritablement impacté la lutte contre le terrorisme et sa disparition, qu'on le veuille ou pas, il y aura des incidences sur la sécurité au niveau de la sous-région. Est-ce qu'il faut dissocier la personne d'Idriss Déby à celle de son armée, qui est engagée, comme l'honorable Diko l'a relevé, dans plusieurs théâtres d'opération? Idriss Déby, quelque part, c'est l'armée, puisqu'il était le commandant en chef. Et voilà pourquoi lui s'est retrouvé au premier rang. Et raison pour laquelle également il a perdu la vie. L'armée tchadienne, c'est Déby. N'oubliez pas que le Tchad a été toujours traversé par ces courants contradictoires depuis l'indépendance, Tombalbaye et jusqu'à Déby. La succession des présidents a toujours été violente. Et Idriss Déby a réussi quand même depuis l'indépendance, à rester pendant 30 ans au pouvoir. Ce n'est pas quand même rien, c'est beaucoup. Parce qu'il est celui qui a le plus duré au pouvoir au Tchad. Et il est celui qui a réussi à fédérer un certain nombre d'énergies, malgré les contradictions, parce qu'il faut reconnaître que le Tchad, les contradictions, elles sont permanentes. On ne sait pas pourquoi, mais elles sont permanentes et elles demeurent. Et même aujourd'hui encore, vous aurez constaté qu'effectivement, il y a eu des remous encore. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'armée tchadienne, elle a été bâtie à l'image du général maréchal Déby,
Déby incarnait l'armée tchadienne et sa disparition, espérons que ceux qui aujourd'hui ont repris les leviers, espérons qu'ils aient la poigne et la personnalité nécessaire pour ne pas laisser donc s'effondrer et tout cet échafaudage qu'il avait mis en place. C'est le pays qui est dirigé, le Tchad, qui est dirigé par une transition militaire, avec à sa tête le fils Mahamat Idriss Déby. L'honorable Diko, est-ce que justement, avec la situation actuelle au Tchad, avec les problèmes domestiques, il y aura probablement un retour de l'armée tchadienne dans la zone des 3 frontières? Bon, disons que la maison aujourd'hui du Tchad, j'allais dire, brûle. Parce qu'ils ont à faire d'abord à la succession d'Idriss Déby. Ensuite, en second temps, ils ont également face à eux une rébellion qui ne recule pas. Et il y a également que la troisième position, ce sont les terroristes également. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au lac Tchad avec Boko Haram. Il y a également de la lutte au niveau donc, du G5 Sahel. Ben, tout ceci constitue aujourd'hui des ennemis contre le régime actuel du Tchad. Donc, ce qui veut dire que en fait, le Tchad aura certainement dans un premier temps le réflexe de défendre d'abord ses frontières, de défendre son intégrité territoriale. Donc, la préoccupation même aujourd'hui de nous, Africains, c'est de voir... possibilité de retrait. Il peut y avoir retrait. Je ne sais pas exactement quelle est leur stratégie, mais personnellement, je dis qu'il faut d'abord, dans un premier temps, sauver ce qui reste du Tchad et empêcher justement l'avancée des rebelles sur N'Djamena. Donc, il va dans un premier temps, ce que nous avons constaté tout de suite, là, depuis le 20, au niveau donc de la région de Dori, on a vu l'armée tchadienne se diriger vers Niamey, très certainement que c'est pour aller au Tchad. Donc, ils libèrent le terrain pour aller certainement défendre d'abord leur territoire. Ça va être difficile. Vous qui êtes de la région, est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce retrait-là? Eh bien, j'ai dit aujourd'hui que nous avons eu du secours. Hein, les 1200 ou les militaires tchadiens qui sont rentrés dans le G5 Sahel, c'est un apport important en matière de sécurité. Et si même un militaire arrivait à se retirer, cela constitue pour nous un handicap. Donc des amis qui viennent nous aider et aujourd'hui ils se trouvent en difficulté et qui les oblige, dans une difficulté qui les oblige à se retirer, eh bien il faut se dire qu'il y a quand même un vide sécuritaire qui laisse derrière eux. Alors avant de donner la parole à Boubacar Sanou, je vais vous inviter à suivre l'analyse d'un expert en situation de sécurité. Il s'agit de Mahamadou Savadougou. Suivons. Si les armées régulières arrivent à bien se réorganiser et arrivent à prendre conscience qu'effectivement, il ne faut pas compter seulement sur une armée étrangère. Et aussi, oui, si toutefois, effectivement, il n'y a pas de vide qui est comblé après leur départ. Parce que c'est une zone déjà qui avait longtemps été contrôlée par l'État islamique au Grand Sahara. Et donc, forcément, s'il n'y a pas une relève, s'il n'y a pas un complément, forcément, il y aura une résurgence de la violence dans cette zone des 3 frontières. Oui, l'armée tchadienne est clairement un poids lourd et arriver à déployer 1200 hommes et dans cette zone-là et va faire peser cette menace sur l'État islamique au Grand Sahara. Et on a déjà vu les conséquences. On a vu que les troupes armées terroristes sont en train de redescendre vers la zone de l'Est et aussi vers la zone du Nord, Nord-Ouest, c'est-à-dire la région du Nord, la région de la Boucle du Moun, et même quelque peu vers l'ouest du Burkina. Alors on vient d'écouter Mahamadou Savadougou, il est expert en questions sécuritaires. Boubacar Sanou, alors on vient de l'écouter, il parle d'hypothèse, si justement il y a un retrait des forces tchadiennes, le Burkina devrait craindre pour sa sécurité? Mais absolument, nous pensons que d'abord, si on a fait appel aux troupes tchadiennes, c'est parce qu'elles ont l'expérience, elles sont rompues, comme nous l'avons dit. Le Tchad, depuis l'indépendance, c'est un pays qui a connu beaucoup de guerres,
Donc l'armée tchadienne a eu à avoir la confrontation avec beaucoup de force. Elle est aguerrie, elle a l'expérience. Et également, elle maîtrise ce type de terrain. Voilà pourquoi donc sa présence, effectivement, était une sorte d'assurance, une sorte de bouclier et qui permettait en tout cas à nos forces de défense et de sécurité de s'occuper de ce qui pouvait se passer à l'intérieur parce qu'elle s'occupait donc de l'ennemi extérieur. Maintenant, si elle doit bouger, il y a fort à parier que effectivement nos forces de défense et de sécurité vont se retrouver confrontées donc à des facteurs endogènes et les facteurs exogènes, c'est-à-dire que les éléments donc intérieurs et également faire face donc à parce que leur retrait également sera un appel d'air pour donc ces forces terroristes qui pourront se renforcer parce que qu'on le veut ou pas donc la présence des Tchadiennes était dissuasive également. Déjà que Mamoudou Sandro dit que les terroristes sont en train de descendre dans certaines régions. Nous constatons effectivement que depuis les événements, et rien que dans ces 48 dernières heures, nous constatons vraiment une série d'événements très dramatiques. Et nous comprenons donc que c'est l'attaque de Fada Pama, l'attaque de Fada, l'attaque de été... Seitenga, et même l'attaque de Koumri, et donc dans les Sahel. Également, c'est des facteurs qui prouvent que quelque part donc les forces terroristes sont en train de reprendre de la vigueur et probablement donc arrivent à se mouvoir plus facilement dû au fait peut-être de l'immobilisme des forces tchadiennes en attendant donc de voir l'évolution de la situation dans leur pays. Finalement, est-ce que c'est exagéré de dire que le Tchad était un rempart contre le terrorisme dans la région du Sahel? Bon, ce n'est pas tout à fait exagéré de le dire dans la mesure où le Tchad, avec le maréchal, s'est fortement impliqué dans la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont donné leurs preuves. Ils l'ont donné donc au Cameroun, ils l'ont donné donc dans le sud du Niger avec le Nigeria. Ils ont apporté également leurs preuves dans le G5 Sahel, au Mali et même jusque dans la zone du Sahara, la zone la plus redoutable. Et ils ont donc engagé des résultats palpables contre le terrorisme. Il faut le dire, c'est un engagement très fort qu'ils ont donc démontré au niveau donc de la lutte contre le terrorisme. Donc, de mon point de vue, ce qui fait mal aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, c'est une situation qui est arrivée brutalement. Donc, nos armées n'étaient pas préparées à ce qu'une armée se retire brutalement. Donc, forcément, dans le dispositif, puisque certainement que chaque armée avait une position donnée. Et aujourd'hui, il faut plutôt se redéployer pour voir comment, justement, combler le vide laissé par cette armée. Est-ce que le gouvernement c'est aussi prévoir? Mais bien sûr, on n'a pas eu le temps. La mort est arrivée brutalement. Et bien, donc, voilà la désorganisation et ainsi de suite. Il faut non seulement défendre le territoire tchadien aujourd'hui, mais sauver aussi le nouveau régime. Donc, ça fait deux choses qui sont obligatoirement aujourd'hui du rôle de l'armée, de défendre donc les institutions. Ils vont donc, le nouveau régime va d'abord essayer de se protéger, de s'installer avant certainement de ressortir pour venir en aide à d'autres personnes. Lui-même, aujourd'hui, donc, subit une menace terrible qui effraie toute l'Afrique parce que si le rempart du Tchad cède, le Cameroun également risque de prendre feu parce qu'il y a déjà une menace sur le Cameroun. Au Nigeria, on n'en parle pas. Donc la situation, elle est là, elle est palpable, on le sait. C'est toute l'Afrique qui risque de prendre un coup. Okay. Toute l'Afrique qui risque de prendre un coup, honorable Sanou, mais il y a un aspect qu'on n'en a pas encore abordé. Il s'agit de la menace libyenne. Parce que les événements au Tchad qui viennent de se dérouler dans ce pays montrent que l'armement des forces tchadiennes, des rebelles, viennent probablement de la Libye. Mais absolument, les rebelles sont venus même de la Libye. Et, selon les informations qui filtrent, ils seraient quelque part soutenus par les groupes armés de Misrata et également des groupes d'obédience islamiste, ce qui fait craindre que ces gens ne soient peut-être quelque part la cinquième colonne donc, des groupes islamiques ou de l'État islamique ou bien du
du GSIM. Et donc, il y a fort à parier que le fait de chercher coûte que coûte par tous les moyens à déstabiliser le Tchad, apparemment s'inscrit dans un vaste programme, un vaste plan de déstabilisation pratiquement de toute la sous-région, toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe sur le terrain, lorsque vous voyez donc les comportements des principaux leaders, les chefs d'État et autres, vous voyez que quelque part, les gens sont en train de parer au plus pressé, puisque l'éventualité donc de la déstabilisation du Tchad n'avait pas du tout été envisagée ni inscrite donc dans un agenda quelconque. Et aujourd'hui, que ce soit la France, les États-Unis, un peu, même l'ONU, toutes les puissances occidentales, et aujourd'hui, chacun est en train permettez-moi le terme, de grouiller à sa manière donc, pour que les remparts tchadiens ne tombent pas. Voilà pourquoi vous verrez que l'acceptation et voire l'adoubement facilement donc, du nouveau régime a été fait par les puissances étrangères parce qu'aujourd'hui, si le virus tchadien doit sauter, il y a fort à parier que pratiquement toute l'Afrique risque d'être déstabilisée. Il faut donc parer au plus pressé. Vous l'avez relevé, la France qui paie un allié sérieux justement dans l'élaboration de sa stratégie au Sahel, mais pas que. Alors, on en vient justement à cette situation en Libye dans le cadre d'une émission, le débat africain de notre confrère Alain Foucault. Il avait reçu en même temps le président tchadien, le président nigérien et celui de la République démocratique du Congo. Idriss Déby Itno était revenu justement sur cette question libyenne. On l'écoute. Comment on appelle la déclaration de la Libye? Vous avez entendu un seul jour un homme noir et un Africain se faire exploser. Vous avez vu un jour, nous l'avons vu en en février, précisément le 21 février 2014, la première explosion d'un homme qui s'explose pour tuer les autres noirs. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas chez nous. Ça a pris naissance après la destruction de l'État libyen. L'État libyen, vous le savez, c'est un des pays les plus armés du continent. Toutes ces armes, aujourd'hui, ne se trouvent pas dans les magasins, mais toutes ces armes se trouvent au sud du Sahara, dans le Sahel, dans nos propres pays. Donc, ça a pris naissance dans une région du Sahel qu'on appelle, vous partez du Mali jusqu'au nord du Tchad, et qui est une région d'austérité où la pauvreté sévissait déjà. Voilà, on vient de l'écouter. Tous les hommes libyens sont dans le Sahara. On aura dit quoi? Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais il faut voir, est-ce que la déstabilisation de l'Afrique ou du Sahara n'est pas une chose qui a été programmée? Ah bon? Et je le dis parce que quand vous regardez les rébellions qui ont éclaté, les dernières rébellions après les indépendances entre 1963 et 1964 au Mali et au Niger, et qui ont été réprimées dans le sang, tous les combattants se sont dirigés sur la Libye. Et en 1967, ils ont été récupérés par le colonel. 68. Et à partir de cette date, des camps d'entraînement ont été créés pour les Touaregs maliens et les Touaregs du Niger, dans l'objectif de revenir reconquérir leur territoire. Suite aux échecs des États de 1958, notamment la République islamique de la boucle du Niger, qui a échoué en 1958, parce qu'en 1960, les indépendances ont été donc données aux populations noires. Les populations blanches se sont senties frustrées et sont remontées donc dans... Et on l'a senti en 1990, lorsque Kadhafi a été menacé de terroristes et ainsi de suite. Immédiatement, ceux qui étaient partis en Libye avec des sabres sont revenus avec armés lourdement. Et la première rébellion donc a éclaté en 1992. Et en 1990. Et c'est ainsi également ce qui s'est poursuivi jusqu'en 2012, où effectivement c'est encore une rébellion
qui est revenu, avec et ainsi de suite. Donc, est-ce que la Libye n'a pas été certainement un centre d'entraînement plus tard, que même si Kadhafi vivait, pour ma part, il allait tenter de déstabiliser l'Afrique, parce que peut-être qu'il allait vouloir sauver ses frères, pas nous. Et donc, il y a un problème de fond qui est là, qui se pose. Pourquoi avoir créé des camps d'entraînement? Mais alors, qu'ont fait nos États pendant tout ce temps? La situation, elle est vraiment très, très complexe, parce que nous avons une situation où nous avons plusieurs obédiences qui s'affrontent dans cette zone. Vous avez, comme il a dit, effectivement, ceux qui ont des revendications indépendantistes, les Touaregs et puis certains groupes arabes donc, qui ont des revendications indépendantistes. Vous avez ceux qui ont des revendications socioculturelles, parce que liées un peu aux relations entre maîtres et esclaves qui sont là, qui veulent s'épanouir. Vous avez tout ce monde donc, qui est dedans. Vous avez ceux qui ont des revendications territoriales, qui veulent récupérer leurs anciennes terres. Vous avez les grands bandits, qui trouvent que c'est une opportunité donc, pour les grands trafiquants, qui veulent donc des aires de passage pour trafiquer la cigarette et puis la drogue. Et vous avez maintenant ceux qui sont engouffrés, donc, qui sont les islamistes, qui également, c'est une occasion pour eux donc, de pouvoir prêcher donc, les choses. Donc ça fait que c'est une situation très difficile, très complexe. Elle pose même quelque part peut-être l'opportunité de toujours garder ce type de frontières que nous avons. Et nous pensons qu'il y a lieu effectivement que la réflexion soit menée par des experts et par les politiques également, pour que nous puissions... Parce que nous sommes malheureusement presque au thème de cette émission. Le Nigeria est en état d'alerte depuis la mort d'Idriss Déby. Qu'en est-il de notre pays, le Burkina Faso? Bon, n'étant pas dans le secret des dieux, je ne sais pas fondamentalement ce qui se passe, mais je pense que j'ai assisté à une audience avec le président Roch il y a quelques jours, où ça semblait, il était apparemment, il se préparait déjà, ou en tout cas il envisageait la déstabilisation ou les événements donc, qui se passaient au Tchad, parce que ça devait être le lundi ou le mardi que nous l'avons rencontré, la semaine dernière. Et donc, il semblait déjà très préoccupé par ce qui s'est passé au Tchad. Donc, probablement que, parce que quand nous l'avons rencontré, effectivement, j'ai senti un homme très, très préoccupé. Alors, donc, je pense que probablement, dans cette foulée, les mesures étaient déjà en train d'être prises donc, pour parer à toute éventualité. Mais vous, à votre niveau, vous êtes des représentants du peuple, vous avez aussi cette mission d'interpeller le gouvernement sur ce genre d'aspect. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau? À notre niveau, pour le moment, bon, je peux dire que rien n'est. La commission des affaires étrangères. Voilà, non, rien n'est fait parce que, bon, vous savez que c'est des situations vraiment, lorsque ça arrive, c'est tellement... Nous sommes groggy un peu, donc peut-être que nous sommes en train de nous ressaisir maintenant, pratiquement. Hein, et tous ceux qui sont très soucieux en tout cas de la situation sécuritaire dans nos États, nous sommes en train de nous ressaisir, probablement que dans les jours à venir, par les biais donc, du président de l'Assemblée ou du président des commissions, le gouvernement serait interpellé par une question d'actualité pour nous permettre de savoir effectivement quelles sont les mesures qui sont prises. Honorable Diko, je précise que vous êtes de la commission défense et sécurité. Oui. Oui, en fait, ce dont il parle, ou ce dont vous parlez, est en cours, cette interpellation. Ça, c'est dans les médias. Je crois que, comme il l'a dit, dans les prochains jours, il y a des choses qui sont actuellement en train de se faire. Les députés ont eu des concertations autour de cette question. Vous avez même rencontré le ministre d'État. Vous avez échangé sur cette question en tant que... non, pas la défense. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Oui. Et nous avons voulu très certainement en savoir davantage. Et très bientôt, certainement, qu'un des membres du gouvernement viendra certainement pour expliquer largement, même sur toutes ces questions-là, à la représentation nationale. Nous ne l'avons pas perdu de vue. Et il y a même des rencontres actuellement qui sont programmées également
pour rencontrer les responsables de la sécurité et échanger sur cette même question. Mais je voulais dire tout simplement qu'aujourd'hui, si vous avez suivi, il y a un tweet que le président a fait, comme il l'a dit, et le président est très préoccupé par la situation du G5 Sahel, donc il doit prendre la responsabilité. C'est bien qu'en fait, il se trouve avec deux problèmes à la fois. Le problème du G5 Sahel lui-même, le problème du Burkina Faso, y compris aujourd'hui le problème tchadien, où tous les Africains aujourd'hui doivent, dans le principe, se mobiliser et voir dans quelle mesure sauver le peuple tchadien et arrêter l'hémorragie à temps. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas trop compter sur l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle cette réflexion doit nous amener justement à proposer déjà une ligne de conduite, notamment arriver à créer une armée africaine. Mais si on doit être là pour qu'en fait d'autres personnes viennent nous défendre tout le temps, eh bien, sauf que c'est encore de l'esclavage. Sauf que la force Takuba piétine. Jusque-là, on n'arrive même pas à mobiliser les fonds nécessaires au G5 Sahel. Il y a, je précise, un comité interparlementaire du G5 Sahel, des députés. Oui, absolument. Voilà. Qui existe. Non, mais vous comprenez que un militaire, il est recruté pour défendre la patrie. Ce n'est pas pour défendre d'autres patries. Donc, comprenez qu'effectivement, les gens ne soient pas aussi enthousiastes à s'investir donc, pour défendre nos États. Comme il a dit, effectivement, la question revient donc à nos États de mutualiser les énergies, mutualiser les forces, mutualiser les stratégies, les renseignements et tout, et pour vraiment mener ces combats-là. Parce qu'il s'agit de défendre les populations, de défendre des territoires, de défendre des pays. Et ça ne peut revenir qu'aux armées nationales. Quelles que soient les armées que vous allez envoyer, elles seront des supplétives de nos armées. Et elles ne feront qu'accompagner parce que je vois mal quelqu'un laisser son pays pour venir mourir pour un autre pays. Chaque militaire s'engage pour défendre sa patrie. Nous avons nos militaires, nos États ont les militaires, nos États ont des États-majors, nos États ont créé le G5 Sahel. Il appartient donc à nos États de prendre conscience véritablement de la situation que seuls eux, si ce n'est pas le cas, mais ce sera regrettable. Voilà, donc voilà. Il faut que nos États prennent conscience véritablement que la résolution, si le G5 Sahel est fonctionnel, la résolution de cette crise ne pourra venir qu'effectivement que de ces forces mutualisées là, qui pourront donc passer de frontière en frontière, de zone en zone, pour combattre donc ces forces rétrogrades. Merci Boubacar Sano. Malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur. Amadou Diem Dioda Diko, député de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, membre de la commission... Président du groupe parlementaire IPC. Président du groupe parlementaire IPC et membre de la commission défense... Mon esclave aussi. Voilà, la parenté à plaisanterie qui est une valeur sûre de notre pays. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de le débat parlementaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.